Il y a une règle simple dans le capitalisme américain. Si tu ne performes pas, tu meurs ou tu te fais racheter. Regardez autour de vous. Où sont les Vanderbilt disparus? Où sont les Carnegie disparus du business? Où sont les fondateurs de General Motors complètement oubliés? Mais il reste un nom. Un seul, c'est Ford. Depuis 120 ans, le président du conseil d'administration porte toujours le même nom de famille. Aujourd'hui, c'est Bill Ford. Pourtant, la famille ne possède que 2% du capital de l'entreprise. Oui, tu as bien entendu. Avec 2% des actions, ils contrôlent 40% des droits de vote. Ils sont juste indéboulonnables. Comment est-ce que c'est possible? Les Ford n'ont pas seulement inventé la voiture pour tous. Il faut savoir qu'ils ont inventé une faille dans la démocratie actionnariale qui leur permet aujourd'hui d'inspirer des gros acteurs comme Facebook, Google et Snap. Ils ont réécrit les règles du salaire, les règles du procès et même les règles de la faillite en 2008. Dans cette vidéo, on va décortiquer la mécanique de précision de cette dynastie. On va parler du $5 Day, le coût marketing du 5e siècle et aussi du procès Dodge versus Ford qui a défini le but d'une entreprise et la super voting share. Prépare-toi car on va ouvrir le capot de la machine capitaliste la plus résiliente de l'histoire. C'est parti. Tout le monde connaît certainement Henry Ford pour la chaîne de montage, mais très peu en fait de gens connaissent le hack financier monstrueux qu'il a inventé en 1914. Alors accrochez-vous. Donc à l'époque, Ford a un problème énorme. Pas un problème de machine, pas un problème de vente, un problème humain. Ses ouvriers démissionnent en masse. Le travail il est répétitif, il est épuisant et complètement déshumanisant. Le chiffre il est hallucinant parce qu'il y a plus de 370% de turnover par an. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? S'il veut garder 100 ouvriers, Ford doit recruter 370 sur l'année. Et ça c'est un coût caché mais qui est gigantesque. Au niveau des formations, des erreurs, des baisses de qualité, des arrêts de production, des recrutements permanents. Bref, c'est vraiment une perte totale pour l'entreprise. Donc la plupart des patrons de l'époque, ils vont faire une seule chose. Ils vont presser encore plus les ouvriers. Ford, et c'est là qu'il a un éclair de génie, il va faire exactement l'inverse. Le 5 janvier 1914, Henry Ford annonce quelque chose qui est impensable pour l'époque. Il double le salaire journalier. Il passe de $2,34 à $5 par jour. À l'époque, c'est juste énorme. Donc Wall Street devient hystérique, les économistes crient au communisme, les concurrents parlent de suicide industriel qui va ruiner l'industrie, il va créer des ouvriers paresseux et faire exploser les coûts. Mais Ford, lui, il ne parle pas morale, il parle mathématique. Le turnover, ce n'est pas un problème RH, c'est une ligne de coûts cachée dans ton PNL. Quand le turnover est élevé, la productivité chute, les coûts explosent, la qualité baisse et surtout les marges s'effondrent. Donc Ford a compris avant tout le monde une règle qu'on essaie d'appliquer encore aujourd'hui. Optimiser un système, ce n'est pas réduire les salaires, c'est réduire la friction. Et là, le résultat, il est immédiat. Parce que le turnover s'effondre, les meilleurs ouvriers du pays affluent à Détroit, à l'usine de Ford, la productivité explose et la qualité devient standardisée. Ford ne paie pas plus par générosité. Il faut savoir qu'il paye plus pour acheter de la stabilité. Et la stabilité en industrie, c'est de l'or. Mais ce n'est que la première couche du génie de Ford. Ford, il va réaliser un truc que personne n'avait vu avant lui. Ses employés peuvent devenir ses propres clients. Donc avant Ford, les ouvriers, ils produisaient et les riches, ils consomment. Après Ford et son coup de génie, c'est que les ouvriers produisent et consomment. Et ça, c'est la naissance de la classe moyenne moderne. Donc, on va t'expliquer c'est quoi la création de marché. Créer un produit, ce n'est pas suffisant. Il faut créer la demande solvable. Ford n'a pas seulement baissé le prix de la voiture, il a augmenté le pouvoir d'achat de ceux qui la fabriquaient. Et c'est là le coup de génie. Et c'est exactement ce qu'on analyse aujourd'hui. Qui est le client final? A-t-il réellement les moyens de consommer? Le modèle économique est-il autosoutenable? Ford, il a inventé un modèle circulaire, vertueux, pas juste linéaire. Avant Ford, une voiture, c'était un luxe. Après Ford, c'est un outil du quotidien. Il a démocratisé l'achat des voitures. Il a fait ce que feront plus tard Amazon avec le e-commerce, Apple avec le smartphone ou Netflix avec le divertissement. Donc transformer un luxe élitiste en produit de masse rentable. C'est la base du capitalisme moderne. Henry Ford a compris une chose que beaucoup de CEO oublient encore aujourd'hui. Si tu essors trop tes employés, tu détruis ton propre marché. Tes salariés ne sont pas juste un coût. Ce sont potentiellement des producteurs, des consommateurs, des ambassadeurs. Bref, Ford n'a pas inventé juste la voiture. Il a inventé l'économie de consommation. Et c'est exactement ce type de raisonnement qu'on cherche à rendre accessible. Voir l'entreprise comme un écosystème, pas comme une machine à presser. Henry Ford, c'était un génie industriel, mais il avait un défaut majeur. Il détestait partager le pouvoir, il détestait les banquiers et surtout, il détestait ses propres actionnaires. C'est un peu paradoxal dans le capitalisme. Parmi eux, il y avait des noms que tu connais peut-être, les frères Dodge. Oui,
tu as bien compris, c'est les Dodge auxquels tu penses. Okay? À l'époque, les Dodge ne construisent pas encore leur propre voiture. Ils sont fournisseurs de Ford et actionnaires minoritaires. Et très vite, en fait, le clash il devient inévitable. En 1916, Ford prend une décision radicale. Il n'annonce plus de dividendes, zéro, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il veut réinvestir 58 millions de dollars, une somme délirante pour l'époque, dans la construction de la plus grande usine du monde à River Rouge. La baisse continue du prix des voitures, l'expansion industrielle massive, bref, il voit les choses en grand. Et Ford justifie ça avec une phrase devenue légendaire. Mon ambition est d'employer plus d'hommes et de répandre les bénéfices du système industriel au plus grand nombre. Sur le papier, c'est noble. Pour les Dodge, c'est inacceptable. Les Dodge disent, nous n'avons pas investi pour financer ton utopie. Nous voulons notre cash en retour. Et maintenant, ils attaquent Ford en justice. Ce procès va devenir l'un des plus importants de l'histoire du capitalisme. Alors écoute bien, la Cour suprême du Michigan tranche et sa décision va définir 100 ans de gouvernance d'entreprise. Une entreprise commerciale est organisée et gérée principalement pour le profit de ses actionnaires. Et boum, c'est la naissance officielle de la shareholder primacy. L'idée que la priorité absolue d'une entreprise, ce n'est pas la société, ni les employés, encore moins le reste philosophique, mais les actionnaires. Henry Ford perd, il est obligé de verser des dividendes, reconnaître que l'entreprise ne lui appartient plus totalement, mais Ford n'a pas dit son dernier mot. Là, on va t'expliquer c'est quoi le shareholder primacy. Le shareholder primacy, c'est le socle du capitalisme moderne. Le management agit pour maximiser la valeur pour l'actionnaire, même si ça va contre la vision du fondateur, même si ça va contre le long terme parfois. Ce débat existe encore aujourd'hui. Profit court terme versus vision long terme. Actionnaire versus partie prenante. Ford avait 50 ans d'avance, mais il a perdu juridiquement. Humilié, furieux, blessé dans son ego, Ford va décider d'une chose radicale. Plus jamais personne ne me dira quoi faire dans ma boîte, celle que j'ai construite à la sueur de mon sang. Il va préparer un coup absolument génial. Henry Ford menace publiquement, si je n'ai plus le contrôle, je quitte Ford et je crée une nouvelle entreprise. Là, c'est la panique totale. Les investisseurs ont peur que la marque meure, que la valeur cotée s'effondre et que le génie s'en aille. Le cours de l'action chute, comme vous pouvez s'attendre, et c'est là que Ford passe à l'attaque. C'est quoi un buy-out? Un buy-out, c'est quand une personne ou un groupe rachète toutes les actions restantes d'une entreprise pour en prendre le contrôle total. Et souvent, sortir la société de la bourse. Dans le cas de Ford, il utilise son cash personnel, il rachète les actionnaires minoritaires, il récupère 100% du capital pour pouvoir tout contrôler. En gros, si tu veux, c'est l'ancêtre des LBO actuels, des retraits de cotes, des MBO modernes. Donc Ford n'achète pas directement, il va envoyer des hommes de paille, des intermédiaires, discrètement, silencieusement, mais il va racheter toutes les parts. Un par un, il va racheter les Dodge, les petits porteurs, tous les minoritaires, sans aucune exception. Montant total, 105 millions de dollars. Une somme astronomique pour l'époque. En 1919, Henry Ford devient propriétaire à 100% de Ford Motor Company. Il a viré Wall Street, viré les actionnaires, viré la bourse. Il est libre comme l'air. Ford devient une entreprise privée contrôlée par un seul homme. C'est la dictature totale. Henry Ford a perdu une bataille juridique, mais il a gagné la guerre du contrôle. Et là, on apprend 3 choses fondamentales. Lever des actionnaires, c'est céder le pouvoir. La bourse impose des règles parfois incompatibles avec une vision long terme pour un entrepreneur. Le contrôle est souvent plus précieux que la valorisation. Et là, justement, c'est important d'analyser qui contrôle vraiment l'entreprise, qui décide en cas de crise, les fondateurs ou les actionnaires. Ford a payé cher pour reprendre sa liberté, mais il a montré qu'en capitalisme, celui qui contrôle le capital contrôle la vision. Avance rapide jusqu'à 1956. Henry Ford, le créateur, est mort. Son petit-fils Henry Ford II vient de réussir un exploit. Il vient de sauver Ford de la faillite. Mais maintenant, un autre problème se pose. Pour survivre dans l'Amérique d'après-guerre, pour produire à grande échelle, pour rivaliser avec GM, Ford a besoin de capitaux gigantesques. Et ça veut dire une seule chose, retour en bourse, IPO, Wall Street. Mais dans la tête de la famille Ford, une peur obsessionnelle reste gravée. Une date, un traumatisme, c'est Dodge versus Ford. Un jour où un juge leur a expliqué qu'une entreprise n'appartient pas à ceux qui la dirigent, à ceux qui l'ont créée, mais à ceux qui détiennent les actions. La famille Ford refuse que ça se reproduise en fait. Ils veulent l'argent du public sans perdre le pouvoir. Le meilleur des deux mondes. Et c'est là qu'ils vont inventer l'une des structures financières les plus redoutables de l'histoire moderne. Donc là, on va t'expliquer c'est quoi la Dual Class Share Structure. La famille Ford ne fait pas appel à un produit, elle fait appel à une astuce mathématique. Ils créent 2 types d'actions. Donc, tu vas avoir des actions de classe A qui est pour le grand public
celle que toi et moi pouvons acheter. Une action, c'est égal à un vote s'il y a des décisions à prendre. C'est coté en bourse. Ces actions-là sont cotées en bourse. Et les actions de classe B, uniquement pour la famille Ford, elle est réservée aux descendants d'Henry Ford sans exception. Et là, une action vaut 16 votes et c'est pas accessible au public. Le résultat, c'est que peu importe combien d'actions Ford sont émises, combien de fonds achètent, même si un géant comme Warren Buffett entre au capital, la famille Ford conserve environ 40% des droits de vote à vie. D'accord? Donc, les 16 votes, c'était initialement, mais en gros, c'est 40% quoi qu'il arrive. Donc, ce système va leur garantir 3 choses. C'est impossible de virer la famille, impossible de lancer une OPA hostile sur Ford et impossible pour Wall Street d'imposer une stratégie court-termiste. Ford peut lever des milliards sans jamais perdre le volant. Le capital et le pouvoir ne sont pas la même chose. C'est là que tu comprends que le capital, tu peux le diluer. Mais le pouvoir, tu dois le verrouiller. C'est une leçon que la Silicon Valley a apprise 70 ans plus tard. Et si le mécanisme qu'on vient de voir te semble familier, c'est normal parce que Mark Zuckerberg de Meta, Larry Page et Sergey Brin de Google, Evan Spiegel de Snap, ils ont tous copié le modèle de Ford à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bourse, elle pense au lendemain, au trimestre, au cours de l'action, donc quelque chose qui est plutôt court terme, alors que les fondateurs, ils vont penser à 10 ans, 20 ans, ils vont avoir une vision en tête. Et là, le revers de la médaille, c'est que ce verrou, il a un prix. Quand tu ne peux pas être viré, tu peux penser long terme, mais tu peux aussi te tromper très 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 longtemps. Il n'y a personne pour te recadrer ou s'opposer à toi. La dual class, en fait, c'est un bouclier stratégique et parfois une prison d'arrogance. Ford va en faire l'expérience plus tard. Donc, pour un investisseur ou entrepreneur, ce que tu dois retenir là, c'est que lever de l'argent, c'est facile. Bon, quoique en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, tu as compris. Mais garder le contrôle, ça, c'est rare. Et quand on analyse une entreprise, justement, la gouvernance, elle est aussi importante que la croissance, la rentabilité ou la techno. Parce qu'en fait, une mauvaise gouvernance peut détruire une excellente entreprise. Allez, on retourne à l'histoire. Ford est en train de mourir. 12,7 milliards de dollars de pertes en une seule année, des usines obèses, des modèles sans âme, des syndicats furieux et surtout plus de cash. Bill Ford, arrière-petit-fils d'Henry Ford, regarde les chiffres et comprend une chose que beaucoup d'héritiers refusent d'admettre. Il n'est pas l'homme de la situation. Une personne de son rang, habituellement, se serait accrochée au pouvoir. Lui, il fait l'inverse. Il se vire lui-même et il va chercher un homme de l'extérieur, un ingénieur, un manager, un tueur calme. Avec beaucoup d'expérience, il s'appelle Alan Mulally, le patron de Boeing. Mulally arrive, demande les comptes, les projections, la trésorerie, il écoute, il calcule, il lève la tête et il lâche une phrase qui glace tout le comité exécutif. Dans 6 mois, on n'a plus de clash, on n'a plus de cash, c'est terminé. Et le pire, c'est qu'on est en 2006. La crise des subprimes n'a pas encore explosé, mais le ciel devient très très sombre. Mulally comprend quelque chose que peu de CEO voient à temps. Le problème n'est pas la rentabilité, le problème c'est la liquidité. Donc, le cash comme oxygène. Une entreprise peut être rentable, peut avoir des commandes, peut avoir une marque très très forte, mais si elle n'a pas le cash nécessaire, elle peut quand même mourir. Pourquoi? Sans cash, tu ne payes plus les salaires, tu ne peux plus financer les stocks, tu ne renouvelles plus ta dette surtout, et là, c'est la fin. Donc, le cash, c'est comme l'oxygène pour un corps humain. Sans oxygène, même un corps en bonne santé s'effondre. Et là, Mulally va décider de faire l'impensable. Il va lever un maximum de dettes avant que les banques ne ferment le robinet. Mais pour lever autant, il faut du collatéral. En gros, mettre quelque chose en gage, avoir une garantie. Alors Ford met tout sur la table. Les usines, le siège historique, la marque Mustang et même le logo ovale bleu Ford. Ils hypothèquent l'âme de l'entreprise et au final, ils peuvent lever 23,6 milliards de dollars. La presse se moque. Ford met son logo en gage. Ils sont désespérés. C'est certainement la fin. 2 ans plus tard, le monde explose. Lehman Brothers fait faillite. Le Crédit Mondial gèle. General Motors, zéro cash. Et Chrysler, zéro cash également. Ils supplient tous l'État américain pour un bail-out, une aide massive de l'État. Nationalisation partielle, humiliation. Et Ford, il ouvre son compte bancaire. Il regarde. 23 milliards posés au calme. Ford refuse l'aide de l'État, il reste indépendant et le logo qui était hypothéqué vient de sauver l'entreprise. Donc avant de regarder la croissance, la vision et également les promesses, c'est important de regarder également la trésorerie, les free cash flow, la maturité de la dette et
Enfin, de pouvoir se dire que les entreprises ne meurent pas lentement, elles meurent un vendredi matin faute de cash. Allez, on retourne à l'histoire. Aujourd'hui, Ford fait face à son plus grand ennemi. On ne parle pas de Tesla ni d'Elon Musk, mais de son propre passé. Pendant 100 ans, Ford a perfectionné le moteur thermique, une machine à cash, une vache à lait, mais maintenant ce moteur doit mourir. Tesla vaut 10 à 15 fois plus que Ford en bourse, pas parce qu'elle vend plus, mais parce qu'elle promet un futur grandiose. Ford, lui, a un problème cruel. Ceux qui financent l'entreprise, c'est exactement ce qui doit disparaître. Le nouveau CEO Jim Farley le comprend. C'est un ancien Toyota, cousin de l'acteur Chris Farley, un type discret mais stratégique. Il décide de couper Ford en deux sans la scinder officiellement. D'un côté, vous allez avoir Ford Blue, avec les moteurs thermiques, les marges élevées, le cash immédiat, c'est ce qu'il finance. De l'autre côté, Ford modèle E, donc l'électrique, les pertes massives, l'innovation, le pari long terme, c'est ce à quoi ils aspirent. Et là, c'est une guerre interne organisée. Le pétrole finance l'électrique. Le passé paye pour l'avenir. Le dilemme de l'innovateur, justement, c'est quoi? C'est un concept clé en stratégie. Les entreprises dominantes meurent souvent, non pas par manque d'innovation, mais parce que l'innovation menace leur cash flow actuel. Donc si Ford tue trop vite le thermique, ce qui les finance, ils se suicident justement financièrement. S'ils attendent trop longtemps, Tesla et les Chinois en tête vont gagner la course du futur, à savoir l'électrique. Il faut avancer sur deux jambes et accepter les pertes temporaires. C'est ici que les actions de classe B vont prendre tout leur sens. Grâce à ce verrou de gouvernance, Wall Street ne peut pas forcer Ford à maximiser le profit à court terme. Aucun fonds activiste ne peut démanteler l'entreprise. La famille Ford accepte des pertes aujourd'hui, mais contrôlées, pour une survie dans 10 ans. Et ça, c'est un luxe rare. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ce pari, mais celles qui survivent aux grandes transitions, elles se permettent de pouvoir protéger leur vision, de sécuriser leur cash et oser se cannibaliser, mais de façon contrôlée encore une fois. Le futur appartient rarement aux plus gros, il appartient à ceux qui acceptent de se réinventer avant d'y être forcés. Alors, que doit-on penser de la dynastie Ford? Une famille royale au pays de la démocratie. Ils ont fait des erreurs terribles. La Ford Pinto, le déclin des années 90, mais ils ont aussi eu des éclairs de génie qui ont sauvé l'Amérique industrielle. Leur histoire nous apprend 3 choses essentielles pour votre propre argent. Il faut innover sur le modèle économique, pas juste le produit. Le Fab de l'Art Day était plus important que la voiture elle-même. Contrôler sa structure, à savoir les actions de classe B ont protégé la vision long terme. Et enfin, le cash est roi, parce que l'emprunt de 2006 a évité la mort en 2008. Est-ce que Ford existera dans 100 ans? Tant qu'il y aura des Ford pour tenir les actions de classe B, moi je ne parierai pas contre eux. Et toi, tu préfères investir dans une famille dirigée par son fondateur, sa famille comme LVMH, Ford, Meta, ou une entreprise dirigée par des mercenaires comme Disney, Coca-Cola? Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux comprendre comment LVMH utilise des méthodes similaires pour dominer le luxe, dis-moi en commentaire et je ferai une vidéo. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche si tu veux de décryptage des plus grandes dynasties et scandales de l'histoire financière. Abonne-toi aussi à ma newsletter pour suivre les actus financières et échos sur www.jama.co/news. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.